Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est dédiée aujourd'hui à des questions de rétroéclairage sur les MacBooks, je dirais, plus récents. Alors, il ne s'agit pas de faire un cours complet sur le rétroéclairage, ça prendrait trop de temps, et puis c'est quelque chose qui est couvert dans la formation MacBook qui est offerte par Repair Academy. Mais on peut quand même parler un petit peu de ces problèmes. Alors la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que récemment on a reçu, je crois, 7 appareils avec des problèmes de rétroéclairage qui venaient de professionnels et puis qui ils savaient pas comment les diagnostiquer et les réparer. Donc quand je parle de MacBook récents, je veux parler principalement de tous ceux qui sont sortis après 2016. Donc les Mac avec USB-C, MacBook Pro principalement, c'est eux qui ont principalement ce type de problème. Alors déjà, vous devez savoir que ces appareils sont tous prônes au problème de FlexGate. Donc quand vous avez un MacBook avec un problème de rétroéclairage, la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est un FlexGate ou est-ce que c'est un problème de carte mère? Alors, la manière la plus simple de répondre à cette question, c'est de simplement mettre un autre écran et puis, enfin, ouais, mettre un autre écran et puis voir si avec l'autre écran ça marche. Alors, j'ai dit la plus simple, c'est pas la plus simple. C'est la manière la réponse la plus simple à la question, mais ce n'est pas la manière la plus simple de procéder. Pourquoi ça n'est pas la manière la plus simple de procéder? Ben, c'est parce que si vous êtes un professionnel de la réparation et que vous avez déjà travaillé sur ces machines, vous savez que, alors, la carte mère se trouve là, et l'écran, elle est reliée à l'écran par un câble qui fait peut-être 3 centimètres seulement. Et, attendez, j'aurais dû le démonter avant, j'ai pas pensé, désolé. Voilà. Donc ça, c'est le câble EDP qui relie la machine à l'écran qui est branché ici. Et le problème, c'est que si vous voulez brancher un autre écran, vous avez tellement peu de longueur que c'est quasiment impossible de vous en sortir pour le brancher. Je dis quasiment impossible, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pénible. Donc, si vous voulez suivre cette route, quelque chose que je vous conseille d'acheter, c'est ça. C'est un câble d'extension pour le câble DP qui vous donnera déjà beaucoup plus de longueur pour brancher un autre écran. Alors c'est quelque chose qui coûte rien du tout, ça coûte 5 euros. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre 3 semaines que ça vienne de Chine parce qu'évidemment c'est introuvable en France. Mais moi je considère que ça c'est quelque chose d'indispensable pour, euh, pour pouvoir tester un autre écran. Parce que sinon, si vous n'avez pas ça, et compte tenu du problème de longueur du câble dont j'ai parlé, vous avez essentiellement deux options pour tester un autre écran. Soit démonter complètement cet écran-là, et si vous l'avez déjà fait, vous savez que c'est pénible, rien que parce qu'il y a ici, si je me rappelle bien, 16 vis, et c'est seulement une partie, hein, mais 16 vis rien que pour enlever l'antenne Wi-Fi. Donc c'est une vraie plaie de retirer l'écran. Euh, donc ça, c'est une première option, retirer l'écran et puis mettre le nouveau. Voilà. Donc vous êtes parti pour 1 heure de démontage-remontage rien que pour pouvoir tester un autre écran. Ou l'autre option qui prend à peu près le même temps, c'est de sortir la carte mère. Et puis ensuite, comme vous n'êtes plus... Comme vous avez
disons, vous n'êtes plus contraint par le fait que la carte mère, elle est dans la machine et puis vous pouvez pas trop bouger. Là, vous serez capable de brancher un autre écran. C'est-à-dire que vous ne serez pas gêné par cette épaisseur-là lorsque vous voudrez faire venir un autre écran. Bon. Donc voilà, ce sont deux procédures qui prennent beaucoup de temps et c'est la raison pour laquelle je dis que ça n'est pas la méthode la plus simple, même si conceptuellement, si l'application était simple, alors ça serait la méthode la plus simple. Mais comme l'application n'est pas simple, ça n'est pas la méthode la plus simple. Donc voilà, c'est pour ça que acheter ce câble, c'est quelque chose d'indispensable. Alors attention, le câble est différent suivant que c'est un Mac Apple Silicon ou Intel. Voilà. Donc un câble pour Mac Intel marchera sur tous les Mac Intel et un câble pour Apple Silicon marchera sur tous les Mac Apple Silicon, mais en revanche les deux câbles d'extension ne sont pas compatibles. Voilà donc pour l'approche naïve qui est de tester un autre écran. Comme c'est extrêmement pénible, euh, il faut évidemment, ça serait bien d'avoir une autre méthode. Alors attendez, je vais remettre ça parce que si on ne coince pas le câble, il a tendance à se détacher, à se déconnecter quand on ouvre et qu'on ferme la machine. Donc une petite seconde. Ouais. Ouais, ces vis sont vraiment pénibles. Moi, j'ai besoin du microscope pour les mettre. Voilà. Donc, l'autre inconvénient de la méthode qui consiste à essayer un autre écran, bah, c'est qu'il vous faut un autre écran. Et donc, il faut que vous ayez ça en stock. Et les écrans ne sont pas forcément tous compatibles. Le A1706 n'est pas forcément compatible avec le A1989, etc. Donc, vous, vous n'allez, vous n'avez peut-être pas le budget pour avoir 1000 euros de stock d'écran pour couvrir tous les modèles. Et puis si on prend ça, c'est un 15 pouces et un 1707. L'écran lui-même coûte 500 euros si vous l'achetez neuf, ou alors si vous l'achetez, disons, esthétiquement pas parfait sur AliExpress, vous allez payer 380 euros. Donc c'est quand même un budget d'avoir simplement un écran de test dans son atelier. Et donc ça c'est l'autre inconvénient du changement d'écran, c'est qu'il faut que vous ayez les pièces à disposition. Et voilà, c'est pas comme les iPhones où vous achetez un LCD d'iPhone 12 à 30 euros et puis ça vous fait écran de test. Euh, donc vous aimeriez savoir s'il y a un FlexGate sans avoir à enlever l'écran, sans avoir à tester un autre écran. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, qui ne me nécessite pas de démonter la machine. Et dans 99% des cas, vous pouvez vous en sortir comme ça. Vous ouvrez à peine l'appareil.
Et voilà. Donc là, vous avez le rétroéclairage qui fonctionne. Si vous l'ouvrez à peine et que vous avez un FlexGate, dans 99% des cas, vous aurez le rétroéclairage avec voilà, ce niveau d'ouverture. Et puis, quand vous l'ouvrez plus, ah, il disparaît. Là, vous êtes sûr que vous avez un FlexGate. Vous n'avez pas eu besoin de tester avec un autre écran. La conclusion arrive immédiatement. Donc ça, c'est la méthode la plus efficace pour tester s'il y a un FlexGate. Cependant, je dis en 99% des cas, cette méthode marche. Dans 1% des cas, vous serez obligé de démonter la machine pour aller regarder le flex. Et ce 1% des cas, c'est le cas où le flex est tellement abîmé que même avec un écartement minimal, il n'y a plus aucun contact qui se fait entre les deux bouts. Et le rétroéclairage ne marchera pas, même avec une ouverture minimale. Donc dans ce cas-là, si le premier test que je viens de vous montrer n'a rien donné, vous allez devoir ouvrir la machine et regarder sous le microscope l'état du flex. Donc là, si vous êtes familier avec la machine, ici, si vous êtes familier avec la machine, vous savez déjà ce que je vais vous dire, mais si vous ne l'êtes pas, ici vous avez donc, la carte mère est reliée à l'écran de cette manière-là, et ensuite ça se divise en deux parties. Ici, vous avez un flex qui gère le rétroéclairage et seulement le rétroéclairage. Et puis ici, vous avez un flex qui gère l'affichage, la caméra, le capteur de luminosité. Donc, à quoi ça ressemble sous le microscope? Voilà mon flex. Donc, mon premier test a montré que j'ai un FlexGate, mais alors vous voyez sur celui-là, ça se voit pas du tout. Et en fait, euh, ça se... Là, moi, je sais pas si vous le voyez. Attends, il faut que je trouve le bon angle. Moi, je le vois en appuyant ici. J'ai une petite cassure. J'ai une petite cassure à cet endroit-là. À peine visible, mais en tout cas, moi, je la vois. Donc celui-là, il y a le FlexGate. Mais si vous êtes dans un des cadres où le premier test n'a pas fonctionné, ce qui veut dire, comme j'ai expliqué, que le câble est tellement abîmé que vous n'aurez même pas de rétroéclairage avec une faible ouverture, là, vous verrez clairement la cassure du câble sous le microscope. Voilà. Mais en tout cas, là, on en a un, mais vraiment extrêmement ténu et à peine visible. On peut parfois le voir mieux en ouvrant. Hop là. Oh là, ah, là on le voit. Ah là c'est clair. Enfin, en tout cas pour moi, malheureusement avec l'ombre, ah, là vous voyez bien que le câble fait un angle ici, c'est parce qu'il est cassé sur toute cette voilà, sur toute cette longueur-là. Et donc là, vous le voyez bien sous le microscope. Donc voilà comment identifier un FlexGate dans les 1% des cas qui ne sont pas couverts par par le premier test. Donc essentiellement, vous n'avez pas besoin d'un écran fonctionnel pour savoir si vous avez un FlexGate. Soit vous le voyez en 2 minutes, juste en ouvrant légèrement la machine, et si vous n'avez pas de rétroéclairage, même dans ce cas-là, alors vous enlevez le capot, vous jetez un œil à ça sous le microscope et vous verrez. Très bien. Alors, cette machine-là, peut-être dans une autre vidéo, je ferai la réparation du FlexGate. Je sais pas si j'ai le courage. C'est quelque chose que j'ai fait une fois pour le fun, pour avoir une idée du travail qui est nécessaire, et c'est vraiment quelque chose qui est pénible.
Alors, c'est pas la partie soudure qui est pénible, c'est la partie démonter l'écran et retirer, je sais pas, les 40 vis pour sortir. Et puis en plus, pour le remettre aussi, c'est... Ah bref. Ceux qui l'ont déjà fait, le remplacement d'écran, savent de quoi je parle. Donc, voilà. Pour le FlexGate. Alors, je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre. Oui. Dans quel cas est-ce que ça vaut le coup de réparer ou dans quel cas ça vaut le coup de remplacer l'écran? Bah, il faut juste comparer les coûts. Si vous êtes sur un 13 pouces, les écrans sur AliExpress coûtent dans les 130 euros. Donc là, pour moi, vous remplacez directement l'écran. Et pour les 15 pouces et 16 pouces, là, la question se pose puisque les écrans coûtent dans les 500, 600, 700 euros. Et ça vaut peut-être plus le coup de s'embêter à passer 3 heures à faire le FlexGate plutôt que de payer les 600 euros pour un nouvel écran. En tout cas, ça, c'est ma position sur la question, sachant qu'évidemment, un FlexGate réparé ne sera jamais aussi fiable qu'un écran neuf. Et donc, sur les 13 pouces, moi, je ne recommande absolument pas de réparer le FlexGate. Je voulais dire autre chose, mais j'oublie. Oui, c'est que, en revanche, le nouvel écran, une fois qu'il aura été installé, il sera tout aussi susceptible au FlexGate, sauf si le vendeur vous vend une version avec le câble qui est légèrement plus long que le câble d'origine. Mais néanmoins, il reste susceptible, même avec le câble plus long, il reste susceptible au FlexGate. Vous pouvez simplement dire à votre client de ne pas ouvrir l'écran à plus de 90 degrés. Hein. Tant qu'il, tant que l'angle de 90 degrés n'est pas dépassé, vous n'avez absolument aucun risque que le flex soit abîmé. Alors, je parle d'expérience. Moi, j'ai un A1706 que j'ai acheté en octobre 2016. C'est ma machine personnelle. Et évidemment, j'ai été au courant très vite de cette histoire de FlexGate. Je n'ai jamais ouvert mon écran à plus de 90 degrés. Et aujourd'hui encore, en 2023, donc on est 7 ans, en novembre 2023, on est 7 ans plus tard, et il marche toujours parfaitement. Je l'ai même déjà ouvert pour changer la batterie, et le Flex est dans un état parfait. Donc tant que votre client n'ouvrira pas son écran à plus de 90 degrés, il n'a aucune chance d'avoir ce problème de nouveau. Euh, voilà. Après, je trouve que c'est bien dommage qu'Apple continue à vendre des appareils qui ont ce problème, alors qu'il est quand même répertorié et documenté depuis très longtemps. Ils ne l'ont reconnu que sur les A1706 et A1708, il me semble, alors qu'il est présent sur tous ces Mac, même après qu'ils aient rallongé un petit peu le flex. Donc voilà pour l'identification rapide du FlexGate sans avoir à tester un nouvel écran parce que ça coûte cher d'avoir un écran en stock. Donc ça c'était un premier problème de rétroéclairage. J'en ai aussi un deuxième ici. Donc ça c'est un... Je vérifie. Ça, ça c'est un A1706. Donc 2000 MacBook Pro 2016 avec Touch Bar. Celui-là aussi n'a pas de rétroéclairage. Alors, est-ce qu'il a assez de jus pour s'allumer? Oui, il a assez de jus pour s'allumer. Et sur ces appareils, c'est très difficile.
c'est très difficile de voir qu'on a une image. Alors, est-ce que là, vous le voyez? Moi, je vois la pomme. Oui, alors moi, je vois la pomme. Elle a disparu. Attends. Je la voyais parce que j'étais directement sous la lumière. Attendez, on va rallumer la machine. Voilà. Là, vous la voyez. Ouais. C'est extrêmement, hein, vous la voyez. C'est extrêmement ténu. Et ça, c'est dû au fait que ces machines ont un arrière opaque, contrairement au Mac qui venait avant, où il y avait une pomme translucide à l'arrière. Là, maintenant, l'arrière est complètement opaque, donc il n'y a vraiment aucune lumière qui passe et c'est vraiment très difficile de voir l'image. Mais voilà, il faut faire très attention. Alors, sur celui-là, ça n'est pas un FlexGate. Donc, il n'a pas, alors, enfin, ou plutôt, c'est subtil. Il a passé mon premier test où j'ouvre l'écran le minimum et pendant ce test-là, je ne vois aucune image. Donc, ça pourrait être les 1% de cas de FlexGate. Si je regarde sous le microscope, là l'écran est ouvert à 90 degrés. Je peux voir que, là vous le voyez peut-être, moi je le vois clairement, il y a une cassure ici, mais elle n'est pas aussi prononcée que sur celui que je vous avais montré avant, là où la cassure elle était visible sur toute la longueur une fois que l'écran était ouvert. Donc là, le test n'est pas super conclusif. Et théoriquement, il faudrait que je teste un autre écran dessus, parce qu'avec ça, je ne peux pas dire à 100% que c'est un problème de FlexGate ou pas. Le Flex est abîmé, mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'une cassure comme ça soit suffisante pour que je n'ai pas d'affichage avec l'ouverture minimale. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là si je n'ai toujours pas d'écran disponible sous la main? Ben, moi, ce que je fais, c'est je vais mesurer la tension de rétroéclairage fournie par la carte mère. Alors, on va passer au schéma. Voilà, donc A1706, c'est celui-là. Le connecteur d'affichage se trouve ici. Et l'alimentation du rétroéclairage se trouve là. PPV out, SO, LCD backlight. Alors ça, c'est à l'arrière de la carte mère, donc ça n'est pas accessible tout de suite, mais en revanche, du côté de la carte mère qui est exposée, j'ai ces condensateurs-là. Et donc là, je peux trouver mon alimentation du rétroéclairage. Je vais repasser sous le microscope. Donc voilà mes condensateurs. Donc ce que je fais, c'est que je vais simplement mesurer quelle est la tension que sort la carte à cet endroit-là. Alors, j'ai 0 volts. Mais je dois m'assurer d'une chose, c'est que l'affichage est présent. Parce que pour que le rétroéclairage s'allume, il faut d'abord que l'affichage soit présent. Et vous savez que si on laisse tourner une machine pendant trop longtemps, elle va finir par mettre l'affichage en veille. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que j'ai un affichage.
Et là, je n'en ai pas. Donc, je vais la redémarrer, vérifier que j'ai la pomme et mesurer ma tension de rétroéclairage. Donc, je ne sais pas si là vous voyez. Ah, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se voit très très mal, mais la pomme est présente. Ah, là, on voit le contour. Ah, elle vient de se couper, donc il va falloir que je redémarre encore une fois. Euh, donc je vais redémarrer. J'ai la pomme qui est présente. Je mesure tout de suite ma tension de rétroéclairage. Tant que la pomme est là. Et vous voyez, j'ai 0 volt. Et ça, quand vous avez 0 volt comme ça, vous êtes certain que ça n'est pas un problème de rétroéclairage. Que ce n'est pardon, que ce n'est pas un problème d'écran. Et que c'est plutôt un problème de carte mère. Pour quelle raison? Ben, on va regarder le schéma. Je crois que je l'avais déjà ouvert. Oui. Oui, c'est bon, on est bien sur le schéma. Alors, là, vous avez le circuit de rétroéclairage. Et, attendez, je vais cacher ça pour que ça soit plus grand. Là, oui, pardon, je me suis trompé, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Voilà, donc là, vous avez le circuit de rétroéclairage. À droite, ça va vers l'écran, c'est l'alimentation de rétroéclairage. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, en supposant que tout fonctionne, ici, vous avez PP Bus J3 Hot qui passe à travers un fusible, qui passe à travers un MOSFET, qui passe à travers une inductance et une diode. Donc en supposant que la carte mère est parfaitement, que tous ces composants-là sont parfaitement fonctionnels, vous devriez avoir au minimum PP Bus J3 Hot. Peu importe quelle que soit peu importe ce que peut être sa valeur, vous devriez avoir au minimum PPH, donc vous ne devriez pas avoir 0 volt. Le fait que j'ai 0 volt m'indique que j'ai un problème de carte mère et que ce n'est pas un problème d'écran. Et donc, à nouveau, bah, je suis très content parce que je n'ai pas eu besoin de tester un autre écran, juste par déduction, j'ai été capable de dire que c'était un problème de carte mère. Et donc, la première chose à faire, et là, on va voir tout de suite le problème. Bon, parce que je l'ai déjà diagnostiqué avant hein, de faire la vidéo. Alors, tac, là c'est bon. Là, vous avez le fusible. Alors, il a vraiment une sale tête parce que, justement, comme je l'ai testé et que j'ai vu qu'il était pas bon, je, je l'ai remplacé pour voir si le rétroéclairage revenait, et donc c'est le cas. Mais de toute manière, comme je dis, la première chose que je fais, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a de chaque côté, qu'est-ce qui arrive de chaque côté du fusible. Et donc, la machine est allumée. Donc, ignorez le fait qu'il a une sale tête, le fusible. Supposez qu'il est très beau. Je mesure à gauche du fusible 0, à droite du fusible 12,2. Donc, ce que j'en déduis, c'est que le fusible ne passe pas la tension PP-Bus du Hot et que c'est potentiellement
En tout cas, c'est un premier problème que j'ai. Donc le fusible est HS, ça c'est une certitude. Je peux le confirmer en vérifiant. Je vais, euh, je vais éteindre la carte. Je vais débrancher la batterie. Vous pouvez le confirmer en mode diode. Voilà. J'ai OL. Enfin, OL, oui, ou 3 volts, c'est pareil. Normalement, je devrais avoir 0 si le fusible était fonctionnel. Et donc, le problème dans ce cas-là est, en tout cas, un premier problème est trouvé. On va remplacer le fusible et on va vérifier si le rétroéclairage revient. Donc, euh, j'essaie de ne pas chauffer de ce côté parce qu'il y a la batterie. Je chauffe dans cette direction. Hein. Avant de le remplacer, quand même. Avant de le remplacer, quand même, on va vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit de l'autre côté. Hein. Parce que on peut se dire, s'il y avait un court-circuit de l'autre côté du fusible, c'est ça qui a pu causer sa mort. Bon. Donc, si le court-circuit est présent et n'est pas résolu, le prochain fusible que je vais mettre va mourir aussi. Donc, hop, là, j'ai 495 d'un côté. Ah, j'ai 0 de l'autre. Mais attention, oui. Comme la machine vient d'être allumée, il faut attendre que des condensateurs se déchargent, etc. Et donc, il ne faut pas tout de suite croire que parce qu'on a 0, c'est un court-circuit. Hein. Sur ces machines-là et sur ces lignes, on a beaucoup de condensateurs et de gros condensateurs. Et donc, les mesures en mode diode, il faut attendre un petit peu. Bon, donc 400 d'un côté, 500 de l'autre. Je n'ai pas de court-circuit de quelque côté que ce soit du fusible. Par conséquent, je vais le remplacer et j'ai confiance dans le fait que le nouveau ne va pas mourir aussi. Il faudrait que je trouve une carte du même modèle. Allez, on va voir. Ça va le faire. Voilà. Ça ressemble déjà beaucoup plus. On vérifie que ce nouveau fusible fonctionne. Ah, ok. Donc ce fusible est bon. On va le mettre à la place de l'autre. Alors
Alors pour faciliter la soudure, moi j'aime bien toujours mettre de la soudure, de l'étain à basse température. Alors, ça m'évite d'avoir à chauffer trop. Puis comme j'ai dit sur l'autre, il y a une batterie juste à côté, donc ça m'embête un peu de... Hop là. Ça m'embête un peu de chauffer beaucoup. Là, là aussi, je remplace l'étain. Très bien. Et on va installer notre fusible de remplacement. Je sais plus si celui-là c'est le bon ou c'est le mauvais. Euh, ouais, ça c'est le bon, je pense. Ah, ok. Le fusible fonctionne. Je rebranche la batterie. Et on va voir le résultat. Voilà. Rétroéclairage est revenu. Donc, celui-là n'a pas de FlexGate. En tout cas, pas pour l'instant, même si on a vu que le flex n'est pas en très bon état. Mais c'était un problème de carte mère. Voilà. Donc, j'espère que ces petites considérations, tout ce que j'ai expliqué, c'est extrêmement simple. Mais ce que j'espère vous montrer, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un nouvel écran pour savoir si votre truc a un FlexGate ou si c'est un problème de carte mère. Vous n'avez pas forcément besoin de démonter la machine pour faire ça. Voilà. En comprenant un petit peu qu'est-ce qu'un FlexGate, on est capable de, on a la méthode qui consiste à juste ouvrir très légèrement l'appareil, ou bien on regarde le flex sous le microscope, ou bien si on comprend comment fonctionne le circuit, il y a certaines situations où on est capable de dire c'est un problème de carte mère. Comme je l'ai fait, j'ai mesuré la tension de rétroéclairage
j'avais 0 volt et je sais que c'est absolument impossible d'avoir 0 volt, sauf si il y a un problème sur un des composants de la carte qui transforme PP bus en alimentation du rétroéclairage. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.